Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux pour ce webinaire. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de changer un peu la formule habituelle. Stop au PowerPoint et avec un visage derrière qui commande tout cela. On a essayé de rendre cela plus vivant avec Jean-Louis et de réaliser cela sous forme d'interview. Et le sujet s'y prête et votre nombre aussi, le nombre de participants, puisqu'on a plus de 1000 inscrits aujourd'hui, et donc c'est un grand succès. Je souhaite aussi du coup remercier l'ESCAT, l'école qui nous accueille aujourd'hui, l'école de cinéma fameuse à Tours, qui nous accueille aujourd'hui et qui permet justement avec leurs moyens de réaliser cette opération. Alors, je vais commencer par me présenter, puis Jean-Louis, je te demanderai de te présenter un petit peu plus tard ensuite. Puisque tu as participé pendant des années, tu as travaillé avec cette équipe qui a créé, qui est à l'origine de ce que je pense être une avancée et une aventure scientifique extraordinaire, qui est cette approche de l'ANC, l'approche neurocognitive et comportementale. Excusez-moi, je suis un peu... Donc pour ma part, je suis Nicolas Morel, je dirige Monkitaï depuis 5 ans à l'occasion de son rachat. J'ai antérieurement une vie entrepreneuriale d'une vingtaine d'années dans le conseil comme dirigeant d'un cabinet de conseil. Et j'ai eu à cœur, en créant et en reprenant Monkitaï, de mettre en musique des convictions que j'avais développées dans l'univers des ressources humaines et en particulier dans la conviction que le sujet essentiel pour le succès d'un individu dans l'entreprise et de l'entreprise à moyen long terme, ce sont les compétences de ce que j'appelais de savoir-être à l'époque et que maintenant on appelle compétences comportementales. Et puis j'ai donc du coup rencontré Jean-Louis au moment, peu de temps après la reprise de Monkitaï, et puisque nous cherchions des outils complémentaires aux outils qui existaient déjà, tests de personnalité qui existaient déjà, mais nous souhaitions trouver des outils complémentaires et donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble et que j'ai découvert la dynamique comportementale. Et puis voilà pour ma part. Jean-Louis, de ton côté, quel est ton itinéraire et ton lien avec les équipes fondatrices de cette approche scientifique? Oui, absolument. Alors, donc moi, en fait, dans une première partie de ma vie professionnelle, j'ai œuvré dans le monde du management de projets complexes. Donc j'étais dans une structure qui s'appelait Coteba Management à l'époque, qui s'appelle maintenant Artelia, dont le métier était de faire sortir de terre des projets complexes. Le premier a été d'ailleurs la construction de Disneyland Paris, c'était une expérience sympa. Et donc j'ai été confronté à la complexité, on va dire, des projets de différentes natures, et avec un peu comme toi la prise de conscience que en fait les projets réussissent grâce aux hommes et aux femmes et échouent à cause de problèmes humains, on va dire. Et donc face à ce constat, je me suis mis un peu en recherche, donc ça c'était il y a plus de 30 ans, hein, voilà. Je me suis mis un peu en recherche de méthodes, d'outils, d'approches pour mieux comprendre l'humain. Et donc, je suis passé par toutes les méthodes existantes, PNL, analyse transactionnelle, ProcessCom, etc. Et j'ai eu la chance de croiser la route de Jacques Fradin et de découvrir son approche qui me semblait vraiment très complète, très exhaustive, très innovante, et qui était, on est quand même il y a à peu près 25 ans, à l'époque c'était très novateur d'intégrer les neurosciences dans des approches de l'humain. Donc Jacques Fradin, effectivement, c'est un nom qui va souvent revenir au cours de ce webinaire. Il y en a d'autres, mais il est un peu à l'origine de cette approche neurocognitive et comportementale. Oui. Voilà. Alors, c'est qui Alors, Jacques Fradin, pour moi, c'est un génie, entre guillemets. Eh oui. Voilà, parfois, on ne dit pas c'est bien des Français, voilà, oui, c'est un homme hors du commun. C'est un génie, français en plus, pour une fois, un peu cocorico. Tout ne vient pas des États-Unis. Quelque part, qui a su intégrer, qui est en même temps une approche scientifique de chercheur, donc dans une démarche rigoureuse scientifique, mais en même temps aussi un clinicien de génie. C'est un médecin. C'est un médecin à l'origine et c'est quelqu'un qui ne s'est pas contenté de comprendre intellectuellement les choses, mais de
mettre au point les concepts, les méthodes, sur la base de vraies personnes en fait, qu'il a accompagnées pour traiter des problèmes, des difficultés. Et donc, l'approche neurocognitive et comportementale qu'il a développée ensuite avec une équipe de chercheurs, cette approche, en fait, est issue d'un aller-retour entre les sciences et interdisciplinaires et le terrain, si je puis dire, vraiment le terrain clinique, avec des allers-retours qui ont conduit à la création de cette belle matière qu'est l'approche neurocognitive et comportementale et tous les outils concrets qui vont avec. Oui, d'accord. Donc une approche à la fois clinique, donc de l'observation, oui, et d'autre part scientifique, mais de plus, tu l'as dit, de multidisciplinaire, de différentes sciences. Oui, absolument. Effectivement, alors c'est de plus en plus répandu maintenant, mais il y a 20 ou 25 ans, les scientifiques étaient très cantonnés dans leur discipline, finalement, et c'était difficile d'intégrer dans des approches disciplines différentes parce que chacun est spécialisé dans son domaine, finalement. Il y a des gens qui font de la psychologie cognitive, des gens qui font de la psychologie sociale, des gens qui font des neurosciences, et encore dans les neurosciences, il y a plein de nuances. Et justement, Jacques Fradin s'est autorisé et a eu aussi la capacité intellectuelle d'intégrer toutes ces sciences, finalement, pour en faire une approche concrète, opérationnelle et activable, si je puis dire, qui permet de mieux comprendre, finalement, l'humain, sa dynamique comportementale, pour plein d'usages. On va rentrer dans le détail de cette approche un petit peu plus tard, ou tout au long de ce webinaire. Mais toi, tu as travaillé aussi pendant une dizaine d'années, je crois, ou partagé les travaux de cette équipe. Donc c'est l'IME, hein, c'est ça, oui, le nom de l'équipe, voilà. Et donc il y a d'autres chercheurs. Quelles sont les sciences en question? Quelles sont les... Oui, alors effectivement, il y a une équipe de chercheurs. Donc moi, pendant 10 ans, j'étais responsable de l'innovation, donc c'est-à-dire de comment opérationnaliser les sciences pour en faire des outils concrets. Donc j'ai eu la chance de beaucoup travailler avec Jacques Fradin, avec l'équipe de chercheurs. Alors dans l'équipe, il y avait des spécialistes de la neuropsychologie, il y avait des spécialistes de la psychologie cognitive, il y avait différentes spécialités finalement qui intervenaient pour concevoir et valider un peu ce modèle qui est très innovant dans la façon d'intégrer l'humain. D'accord. Et ce que j'ai compris, c'est qu'au tout début du début, donc il y a une trentaine d'années, Fradin et son équipe, ou Fradin au départ, s'intéressaient à des gens victimes de phénomènes d'addiction. Oui. Voilà. Et puis que petit à petit, sans perdre ce champ-là de vue, ils sont aussi étendus leur champ de recherche au monde du travail. Oui, absolument. En fait, IME, à l'origine, ça veut dire Institut de médecine environnementale. Alors, la médecine environnementale telle que l'a définie Jacques Fradin, mais pas que, en fait, c'est la médecine des modes de vie. C'est qu'est-ce qui fait que dans nos modes de vie, on fait des choses qui vont faire qu'on va tomber malade, qu'on ne va pas rester en bonne santé. Et alors, Jacques Fradin a été urgentiste et il était très frustré, on va dire, de voir des gens en fin de vie, enfin aux urgences en général, pas des gens en très bon état, on va dire, des gens en fin de vie, alors que s'il y avait une meilleure connaissance de que faire pour rester en bonne santé, il n'y aurait pas tous ces gens aux urgences. Donc c'est vraiment une idée qu'il a poursuivie, et donc il a créé l'Institut de médecine environnementale au départ pour étudier les liens entre les modes de vie et la santé. Qu'est-ce qui fait qu'on reste en bonne santé? Alors, dans les modes de vie, il y a évidemment l'alimentation, les addictions. Il y a l'environnement au sens large, ce qu'on respire, les substances auxquelles on est en contact. Et puis, rapidement, en fait, Jacques a pris conscience que notre psychologie, en fait, était essentielle. J'ai envie de dire, les frites, elles ne viennent pas toutes seules dans notre bouche. À un moment donné, c'est bien notre cerveau qui fait qu'on va manger des choses, qu'on va manger des choses et qu'on va avoir des comportements qui sont toxiques pour nous. Et donc, tout en le sachant. Tout en le sachant. On a beau savoir. À court terme, des comportements qui nous sont parfois nuisibles à moyen ou long terme.
et on le fait quand même. C'est ça. C'est ça la grosse question, en fait. C'est ça le la départ. question. Et donc, effectivement, Jacques Fradin a voulu un peu décrypter l'humain pour comprendre ça. C'est pas logique de se dire si je sais que quelque chose est nuisible pour moi, je continue à le faire. C'est pas logique. Donc, il a voulu décrypter ça et donc il a recentralisé ses recherches sur le comportement humain. Donc, et ce qui a donné naissance à l'approche neurocognitive et comportementale. D'accord. Et donc ça, c'était il y a 30 ans. On est sorti aussi à un moment du champ purement clinique ou purement médical, notamment par l'arrivée de certains mécènes. Donc je crois qu'il y a un moment important dans l'histoire de cette approche avec un mécène qui s'appelle Pierre Morkens, que j'ai eu le bonheur de croiser grâce à toi. Donc Pierre qui est un homme d'affaires belge et qui a été très intéressé ou fasciné ou admiratif des travaux de Fradin et de son équipe et qui a donc beaucoup accompagné par ses ressources propres cette approche, l'IME. Ce n'est pas le seul d'ailleurs, j'en profite parce que on fait Cocorico, mais on est aussi en Touraine. Là, l'ESCAT qui nous accueille, c'est une école de cinéma en Touraine. Et je crois qu'il y a le groupe Hervé aussi, qui a beaucoup accompagné l'IME. Et le groupe Hervé est une magnifique entreprise tourangelle. Cocorico au cœur du cœur de la France. Cocorico à nouveau. Donc oui, et là, à ce moment-là, l'influence aussi de Pierre Morkens a été aussi peut-être de faire évoluer l'approche pour s'intéresser aussi au monde du travail et à sortir du champ purement médical, c'était une quinzaine d'années. Oui, absolument. Effectivement, Pierre Morkens, on va dire, est intervenu. Alors, d'une part, en tant que mécène, on va dire, parce que passionné par ces sujets. D'ailleurs, ayant utilisé en partie ces entreprises comme terrain d'expérimentation, des approches, des outils, des méthodes. Donc c'est aussi grâce, il a fortement contribué à financer les recherches, parce que la recherche, ça coûte cher. C'est des recherches, un institut privé, donc qui n'a pas de fonds publics pour se financer. Donc Pierre a financé pendant de nombreuses années les recherches, les travaux. Et puis également, il nous a aidés à nous développer plus vers l'entreprise, finalement, pour s'attaquer à la question de l'homme et la femme au travail, en fait. Donc, toutes les questions de santé au travail, qualité de vie au travail, recrutement, la bonne personne à la bonne place, développement des talents, en fait, avec une meilleure connaissance des mécanismes de notre cerveau qui nous anime en fait au quotidien, comprendre ce qui se passe. Donc c'est à ce moment-là un peu que l'ANC, l'approche neurocognitive et comportementale, est devenue l'approche de la dynamique comportementale, de l'analyse de la dynamique comportementale. Oui, c'est-à-dire qu'on a, en fait, pour tout dire, on cherchait un nom pour expliquer ce qu'on fait, et c'est pas évident parce que c'est subtil, c'est pas de la personnalité, c'est pas des tempéraments, c'est pas. Et donc le terme qui nous semblait le plus approchant, c'est la dynamique comportementale, parce que, en fait, avec l'ANC, on va décrypter les mécanismes du cerveau à l'origine de notre dynamique, ce qui nous met en mouvement, ce qui fait qu'on agit, qu'on bouge, qu'on est motivé, qu'on est stressé, qu'on est angoissé, qu'on est actif, qu'on est performant, etc. Donc, effectivement, on a choisi ce terme de dynamique comportementale qui est vraiment le plus représentatif de ce que travaille l'ANC. C'est-à-dire parce que contrairement à ce qu'on pense, en fait, un trait de caractère, par exemple, le fait d'être, d'être sécuritaire, d'aimer la sécurité, ça peut être induit, on va dire, par différentes choses. Et alors qu'on a tendance à se dire, cette personne, elle est où elle n'est pas sécuritaire. Ça peut être induit par différentes choses. Et très concrètement, par exemple, je peux finalement être sécuritaire parce que j'aime ça, parce que ça me fait plaisir d'anticiper les risques, mais je peux aussi être sécuritaire parce que j'ai peur du risque. Okay ? Et donc, en apparence, on se dit c'est la même chose, mais dans la dynamique de la personne, c'est pas du tout la même chose, et notamment si on va l'accompagner, l'aider à trouver sa voie, c'est important de comprendre en finesse la dynamique qui sous-tend nos comportements. Tout à fait. Ok. J'ai oublié de dire tout à l'heure que effectivement, vous pouvez poser des questions
Voilà, il y a un chat pour ça. Il y a quelqu'un qui y répond. Théophile y répond en back-office quand il peut y répondre. Et puis, peut-être il sélectionnera des questions auxquelles nous répondrons à la fin dans les 10 dernières minutes. Donc, n'ayez pas peur, voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Nous y répondrons dans les 10 dernières minutes ou 15 dernières minutes. On va rentrer effectivement dans le détail d'un des fruits de ces travaux. Donc, on parle 30 ans, 15 ans. Il y a plusieurs chercheurs. En fait, c'est une centaine d'annéums de R&D qui sont derrière ces travaux. Donc, c'est quand même quelque chose d'énorme. Voilà. Et donc, un des fruits de ces travaux, c'est ce questionnaire d'analyse, d'évaluation, d'identification des dynamiques comportementales. Oui. Voilà. Tu vas en parler mieux que moi, mais il y a ces 4 grandes dimensions. Et effectivement, moi, j'avoue que ce qui m'a séduit il y a 4 ans, quand on s'est rencontrés et qu'on a mis en place notre partenariat autour de ces travaux, c'est que j'y ai trouvé aussi des réponses à des questions de bon sens. Enfin, on sait bien que, tu viens d'aborder le sujet, on n'a pas toujours des comportements stables soi-même, ou quand on voit ses enfants ou ses proches. Pourquoi il se met en colère d'un seul coup dans une situation où il est très motivé à l'école, il ne l'est plus, qu'est-ce qui se passe, ou même soi-même. Je vois, chez certains de nos confrères et néanmoins concurrents, ils évaluent des traits, des soft skills. Bon. Et ils mettent, par exemple, la ténacité. Et là, on a une note sur 10. On a 8 sur 10 en ténacité. Si je me regarde, moi, je suis plutôt tenace au bureau. Voilà. Quand il s'agit d'aller tondre la pelouse le week-end à la maison, on me fait remarquer que je suis beaucoup moins. Donc la ténacité n'est pas une dynamique comportementale hyper stable chez moi. Elle est parfois puissante, parfois faible. Voilà. Mais chez d'autres, je dois admettre, chez des copains qui sont tenaces au bureau, à la maison, sur un terrain de sport, la ténacité est une dynamique puissante et stable chez eux dans quelle que soit les situations. Donc, et nous, ce que j'ai apprécié dans ce questionnaire, mais tu vas en parler, c'est qu'on est capable justement d'évaluer la puissance et la stabilité, ce que chacun observe autour de soi ou quand il se regarde lui-même dans la glace. Et puis il y a d'autres aspects, mais on en parle. Voilà, donc cette dynamique comportementale, voilà. Oui. Donc en fait, la dynamique comportementale, une des spécificités de l'ANC et donc de l'outil qui évalue la dynamique comportementale, eh bien, c'est justement d'aller chercher la force et la stabilité des motivations. Et en particulier, alors, ce qui va nous intéresser particulièrement, notamment sur un des enjeux presque éthiques et sociétals, c'est ce qu'on appelle les motivations primaires ou intrinsèques, en fait. Et donc, alors, c'est des choses qui nous motivent profondément, qui nous ressourcent. On a tous des comportements, finalement, où oui, c'est tout ce qui quand on agit, ça nous ressource. Énergisant. C'est paradoxal, parce que normalement, agir, ça devrait nous prendre de l'énergie. Mais là, il y a des choses qui nous ressourcent. Et ça vient effectivement d'un mécanisme donc de motivation primaire. Et donc, avec l'outil d'évaluation de la dynamique comportementale, donc profiling, on va faire la part des choses dans la motivation entre la motivation primaire, d'une part, et des motivations plus secondaires, plus sociales. Okay. Si je prends un exemple concret pour illustrer les choses, imaginez par exemple une personne qui aime l'ordre, voilà. Une personne peut aimer l'ordre parce qu'elle aime ça, parce que ça lui fait du bien, ça la ressource. Donc c'est quelqu'un qui va finalement prendre son pied dans le fait devant le désordre pour mettre de l'ordre, parce que ça la ressource, ouais. Ça la motive. Une motivation secondaire, c'est une motivation qui est plus sociale ou de résultat. C'est finalement, comme j'aime qu'il y ait de l'ordre, je mets de l'ordre. Je n'aime pas spécialement le faire. Par contre, quand c'est fait, je suis content. Voilà. Donc il y a des motivations primaires, inconditionnelles, oui. Énergisantes. Quand je suis aligné avec ces dynamiques-là, eh bien, je ne me fatigue pas, je ne m'épuise pas. Au contraire, c'est de l'énergie. Des motivations qui sont conditionnelles, conditionnées. C'est ça. À différentes conditions. Le regard d'autrui, voilà, le résultat. Le résultat, voilà. J'aime l'ordre parce qu'à la fin, il y a un résultat qui me plaît. Bon. Et j'aime pas ranger particulièrement, mais j'aime l'ordre. C'est ça. Et puis, il y a des choses qui sont des anti-motivations, peut-être des choses qu'on exècre. Oui.
absolument. Alors, en fait, c'est la facette inverse du fait que, je reprends l'exemple de l'ordre, si j'aime l'ordre, je peux détester le désordre. Okay. Alors, on peut se dire c'est la même chose, aimer l'ordre, détester le désordre, mais en termes de dynamique personnelle, ce n'est pas du tout la même chose. Bien sûr. Voilà. Si vous détestez le désordre, ce n'est pas pour autant que vous allez mettre de l'énergie pour mettre de l'ordre. En fait. C'est juste qu'on se sent mal, on est irrité par des situations. Et effectivement, l'ANC et donc l'outil Profiling utilise, évalue les irritants, évalue ce qui irrite une personne. Et c'est aussi important, j'ai envie de dire, d'évaluer ce qu'une personne aime faire, ce qu'elle est au plus profond d'elle-même, que d'évaluer aussi ce qui l'irrite, voir ce qui la met en souffrance, pour bien comprendre justement sa dynamique de fonctionnement. Donc là, on a abordé 2 des 4 dimensions, mais on va revenir un peu dans le détail de la deuxième. Là. La première des dimensions, c'est la dynamique de motivation, dont on a parlé. Là, tu commences à parler des irritants. Donc effectivement, ça aussi, c'est un des aspects qui m'a séduit. Vous êtes les seuls, nous sommes les seuls à parler des irritants. Les Américains ont parfois une expression sur le sujet, quand quelqu'un se plaint d'un aspect de son travail, il dit « it's part of the job ». Bon, on ne peut pas avoir des métiers où il n'y a pas d'irritants. Alors ensuite, les irritants d'un métier, il y a des irritants fréquents, réguliers ou rares, et puis il y a des choses qui sont plus ou moins irritantes pour l'individu. Donc cette notion d'irritant, on est les seuls à l'aborder, et pourtant elle impacte évidemment le comportement de l'individu au travail, au quotidien. Bon. Donc ces irritants vont impacter les dynamiques comportementales des individus. Donc quels sont-ils ces irritants? Comment c'est venu d'ailleurs dans les travaux de Fradin et de son équipe? C'était naturel dès le début? Alors oui, en fait, c'est venu parce que donc tout à l'heure je parlais de motivation qui peut être primaire, intrinsèque, on aime faire les choses, motivation secondaire pour le résultat, et l'irritant, c'est le fait d'être irrité par le non-résultat. Donc c'est l'inverse de la pièce de la médaille. J'aime l'ordre, je déteste le désordre. En fait. Donc l'irritant, c'est en fait le fait que notre cerveau a enregistré qu'il y a des choses qui sont négatives. Et donc quand on y est confronté, on n'aime pas, ça nous stresse, ça nous met en colère, ça nous énerve, etc. Suivant le degré d'irritabilité, parce qu'on évalue également le degré d'irritabilité de un étirant. Voilà. Degré d'irritabilité. Alors il y a des choses qui nous irritent légèrement, j'aime pas trop ça. Il y a des choses qui sont à la limite de l'insupportable. Des choses où vraiment on se dit, mais si je suis confronté à ça, merci, c'est sans moi. Quoi. Hors de question. Avec toutes les conséquences de situations de cette nature, la fuite, le stress, la colère, le repli sur soi. Le stress, mais tout le monde n'a pas des irritants très très lourds. Il y a des gens qui sont très... Bouddha n'a pas d'irritants. Il y a des gens, on en voit autour de nous et à travers nos questionnaires, on voit des gens qui ont des irritants, mais pas forcément des irritants les plus lourds. Il n'y a rien qui les mette hors d'eux. Oui, absolument. Ça existe. Et tant mieux. Ça existe et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Il y a des méthodes dans l'ANC pour justement, entre guillemets, déprogrammer l'irritabilité qu'on a pour être moins irrité par des situations. D'accord, on peut travailler. Donc, on parle de soft skills, de compétences comportementales, pour reparler français. Mais on peut les travailler. Bien sûr. Voilà. Ok. Donc je voulais dire encore un mot sur ces irritants, mais ça m'a échappé, ça me reviendra. Bon. Donc c'est la deuxième dimension. Ah oui, si, je voulais dire que quels étaient ces irritants, parce qu'on parle d'irritants, mais ce sont soit des situations, soit des comportements. Oui. L'égoïsme, par exemple, ou des situations... Oui, les irritants, en tout cas, dans l'outil dont on parle, on en évalue 32, très exactement. Alors, certains sont sur des comportements, effectivement, l'égoïsme, d'autres sont sur des situations, par exemple, agir sous pression. Le gâchis. Le gâchis, le gaspillage, etc. Voilà, d'accord. Donc, ce sont aussi quelque part des antivaleurs, creux des antivaleurs. En réalité, oui, les choses nous irritent parce que c'est des antivaleurs pour nous qui nous heurtent, en fait. Ouais. Et je dirais,
pourquoi c'est important de comprendre ça? On peut se dire qu'on pourrait se dire qu'on coupe les cheveux en quatre. À quoi ça sert de comprendre si j'aime la justice ou je déteste l'injustice? Ben, c'est pareil, c'est la même chose. Ben, en fait, c'est pas du tout la même chose en termes de dynamique comportementale, justement, parce que si on est face à un irritant et qu'on déteste quelque chose, en fait, qu'est-ce qui se passe? On monte en stress, en fait, on stresse, et donc on n'est pas très adroit pour gérer la situation. On n'est pas en pleine possession de nos moyens pour éventuellement rétablir la justice. Okay. Alors que si on est juste sur le plaisir d'agir pour la justice, bah, si on est face à une injustice, ça ne va pas nous mettre en colère, ça ne va pas nous énerver, on va juste être actif, engagé pour la valeur, sans avoir ce stress qui fait qu'on est maladroit. Quoi. D'accord. Puisque, effectivement, je le répète, on va évaluer les comportements des individus en puissance et en stabilité. Et donc, voilà, il est évident que souvent, quand on est en situation de stress, eh bien, on peut avoir des comportements qui évoluent et qui peuvent peut-être... Notre acuité peut s'en ressentir, notre capacité à gérer les situations peut s'en ressentir. La plupart du temps de manière négative, mais parfois, on le voit d'ailleurs dans les résultats de nos questionnaires, on voit des gens qui, en stress, sur certains sujets, parfois arrivent à monter sur l'attention, par exemple. C'est un critère que l'on évalue également, on va en parler maintenant. Cette capacité d'attention, souvent, j'ai remarqué, peut être plus aiguë en situation de stress. En tout cas, dans les résultats des questionnaires de nos bénéficiaires. C'est le moment peut-être de parler de la troisième dimension de ce questionnaire, mais voilà, je te laisse. Donc effectivement, qui est en fait notre adaptabilité. Voilà. Alors, pour faire simple, en fait, notre cerveau a deux grands modes de fonctionnement. Un premier mode où finalement, on s'appuie sur ce qu'on connaît, notre expérience, nos habitudes, nos usages, nos méthodes. Non ? Entre autres. Entre autres. Pas que. C'est pas que. En fait, c'est tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on maîtrise, tout ce qu'on a l'habitude. Et c'est vrai qu'heureusement qu'il y a plein de choses. On considère qu'on prend des milliers de décisions chaque jour. Donc heureusement qu'un grand nombre de décisions sont automatisées. Ouvrir une porte. Ouvrir une porte. Conduire sa voiture. Quand on sait conduire depuis des années, on ne réfléchit pas 36 fois. On conduit sans y penser. C'est pour ça que parfois, on va se retrouver, moi ça m'arrive fréquemment, je sais pas, le week-end, je vais en direction de la gare, comme si j'allais travailler sans réfléchir, parce que mon cerveau est en mode automatique. Là. On va au boulot, on va à la gare, voilà. Donc, mode automatique qui a l'avantage d'être rapide, peu énergivore, c'est automatique, donc on n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin de chercher à comprendre, mais qui a l'inconvénient d'être peu adaptable à des situations qui ne sont pas prévues, en fait. Si on n'a pas le programme pour répondre à une situation nouvelle, en fait, ce mode-là trouve ses limites. Et justement, on est en bascule avec un autre mode qui est le mode mental adaptatif, qui, lui, au contraire, nous permet de nous adapter à une situation nouvelle, complexe, inconnue, qui fait qu'on est curieux, on est ouvert à ce qui se passe, on a une vision subtile, nuancée des choses, on cherche vraiment à appréhender dans toute sa complexité la réalité. On a du recul sur nos certitudes, sur ce mode-là, et en particulier sur le fait que la carte n'est pas le territoire, notre représentation du monde n'est pas le monde, c'est une image que nos yeux et nos oreilles projettent du monde, et notre cerveau projette du monde, mais ce n'est pas le monde. Donc on a du recul sur nos certitudes, on cherche à comprendre les choses, et surtout on s'individualise, on est capable finalement de mettre de côté notre image sociale, voilà, le fait de plaire. C'est la question dans ces situations nouvelles ou pas, d'être capable d'avoir son opinion personnelle et de ne pas être d'être influencé ou pas, plus ou moins, par l'opinion dominante, le groupe. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc on a ces deux modes-là. Après, notre histoire personnelle fait qu'on a des préférences. Voilà. Il y a des personnes qui préfèrent plutôt fonctionner sur leur mode automatique en temps normal, des personnes qui préfèrent plutôt fonctionner sur leur mode adaptatif. Alors en temps normal, j'ai envie de dire, les deux sont efficients quand on est dans une situation qu'on connaît, qu'on maîtrise. Là où ça devient intéressant, c'est que quand on est face à une difficulté, en fait,
Si on stresse, ça c'est un des apports des travaux notamment de l'équipe de recherche et de Jacques Fradin. Si on stresse, en fait, ça traduit le fait qu'on n'arrive pas à recruter ce fameux mode adaptatif qui nous permet de nous adapter à la complexité. Et donc, notre mode automatique ne lâche pas, il persévère dans le fait de dire mais il faut faire comme je pense, etc. Et le stress, en fait, c'est un signal d'alarme qui traduit le fait qu'on n'est pas sur le bon mindset, sur le bon état d'esprit. Donc, on est en bascule entre ces deux modes et avec Profiling, on va évaluer les préférences de fonctionnement entre l'un ou l'autre des modes dans les situations normales, maîtrisées, mais aussi en situations difficiles. Okay. Alors, c'est un point, j'ai envie de dire, qui est de plus en plus crucial, notamment dans le monde du travail. Mais oui, donc oui, c'est la question de l'adaptabilité, en fait, de la capacité d'adaptation. On est dans un monde où, et d'ailleurs, cette capacité d'adaptation, c'est je crois, tu me corrigeras, mais une des qualités comportementales attendues principales par la plupart des recruteurs aujourd'hui, c'est la capacité à s'adapter, à faire face à la nouveauté. Voilà, les métiers évoluent rapidement et donc la capacité à faire face à la nouveauté et à l'absorber, c'est un des critères principaux. Oui, c'est ça. J'ai envie de dire, si on met un peu le monde du travail en perspective, j'ai envie de dire peut-être jusque dans les années 90-2000, on attendait des personnes qui travaillent d'être de très bons exécutants des process, des méthodes, des procédures finalement. Donc tout était processé, enfin la plupart des choses étaient processées et on attendait, et donc on a beaucoup encouragé le mode automatique, le fait d'automatiser des comportements, des compétences et de dérouler des méthodes, des programmes finalement faits. On est depuis quelques années, voire quelques décennies, rentré dans le monde de la complexité. On est dans un monde complexe, totalement imprévisible, volatile. Quand vous voyez, moi, ce qui m'avait frappé, c'est que General Motors, qui est une entreprise américaine, qui est le plus gros constructeur automobile du monde, qui a des usines avec des machines, des milliers d'ingénieurs, valait moins que Facebook, qui est un truc qui a été bricolé dans un garage, enfin, excusez-moi pour ça, mais au départ, qui est un truc avec juste des ordinateurs, des programmes, etc., avec 10 fois moins de monde, eh bien, ça valait moins. Donc, ça veut dire qu'effectivement, le monde s'accélère, va vite. Il nous reste 15 minutes à peine avant les questions. On a encore des questions. Voilà. On n'a pas abordé la dernière des dimensions, la quatrième dimension de cette approche d'évaluation des compétences comportementales, qui est donc le fait qu'on est tous des animaux sociaux. Oui. Voilà, même l'informaticien le plus isolé, il a un chef, il a des collègues, il a des clients éventuellement, et voilà, on est tous amenés à travailler en équipe ou à un moment. Donc, et on a tous aussi spontanément un rôle ou une place qu'on va spontanément prendre dans une équipe. C'est cette dimension-là qui est la dernière, c'est le mode de fonctionnement en équipe du questionnaire. Oui, absolument. Donc effectivement, la quatrième dimension du questionnaire, on va chercher à évaluer quelle est la place que la personne prend spontanément dans un groupe. Alors, c'est lié à des instincts grégaires, en fait, parce que, comme tu le disais, on est des animaux sociaux et on partage certains mécanismes mentaux avec des animaux qui vont en troupeau, les loups, les lions, etc. Et donc, effectivement, dans les troupeaux, il y a une hiérarchie qui est établie sur la base du rapport de force, avec des individus plutôt dominants, des individus... Tu parles des animaux, là. Les animaux, oui. Pas que. Ouais. Des individus dominants, des individus soumis. Et ce mécanisme-là, il existe encore dans notre cerveau, même s'il a de moins en moins d'utilité, parce qu'on a inventé dans un monde où c'est plus la loi du plus fort, enfin malheureusement pas partout dans le monde, mais en tout cas dans nos contrées, il y a des règles, il y a des lois qui définissent les droits, etc. Donc on n'est plus dans la loi du plus fort. Pour autant, on a toujours cet instinct c'est des choses qui se mettent en place pendant l'enfance finalement, qui font que une personne va avoir plus ou moins confiance en elle, finalement, et va aimer soit prendre des positions hautes dans le groupe, donc dominer le groupe, au contraire avoir du mal à prendre position dans le groupe, donc être en position plutôt soumise,
ou, et c'est quand même ce qu'on espère d'une société et d'une éducation, être plutôt assertive, c'est-à-dire équilibrée. Je prends la place quand il faut la prendre et je la laisse quand il faut la laisser, finalement. Donc ça, c'est, on va dire, la position presque hiérarchique qu'on va prendre dans le groupe, indépendamment d'ailleurs de la fonction qu'on occupe. C'est-à-dire qu'on peut être SDF dominant et président d'entreprise soumis. Ça n'a rien à voir avec la fonction qu'on occupe. Et puis il y a aussi un autre axe qui est la confiance spontanée que l'on a envers son prochain. Donc 2 axes. Un axe de la confiance en soi avec les excès ou l'équilibre, excès dans un sens ou dans l'autre, ou l'équilibre, et l'axe de la confiance en autrui. La confiance en autrui, effectivement. Avec sans doute pareil, les excès dans un sens ou dans l'autre. Oui. Oui, effectivement. Certaines personnes ont plutôt tendance à donner facilement leur confiance. Finalement, lorsqu'elles rencontrent quelqu'un pour la première fois, la personne a un capital confiance, elles sont en confiance, elles ne sont pas en train de se dire qu'est-ce qu'il me veut, quelles sont ses intentions, etc. À l'inverse, il y a des personnes qui ont tendance justement dans les premiers contacts à être en mode méfiant, c'est-à-dire se dire qui est cette personne. Donc vraiment besoin d'être rassuré avant de se livrer vis-à-vis des autres. Et puis, pareil, le centre, ni trop confiant, ni trop méfiant. Et tout ça vient de notre instinct grégaire qu'on partage avec des animaux qui vivent en troupeaux. Dans les troupeaux, vous avez des animaux qui sont marginalisés. Vous avez des individus qui ont été chassés du groupe, qui sont marginalisés. Et puis, vous avez des individus qui ont un rôle de lien social dans le troupeau, qu'on retrouve aussi chez l'humain. Voilà. Okay. Donc, alors, en 2024, conclure, nous concernant, on parlera d'intelligence collective en 2024. On a fait beaucoup de travaux là, mais on en parlera plus tard. Mais effectivement, ce lien social, c'est quelque chose d'essentiel. Voilà. Pour conclure, tu voulais conclure sur ce sujet ? Oui, non, je voulais conclure et revenir sur la dynamique comportementale. En fait, tout ce qu'on vient de décrire là, en fait, c'est ce qui compose la dynamique comportementale d'une personne. En fait. Donc, c'est ce qui la compose. Donc, il y a une certaine subtilité, mais en même temps, l'humain est complexe. Donc, il vaut mieux avoir des modèles subtils pour comprendre le comportement humain que des modèles. Oui, c'est peut-être le moment de différencier cette approche ou d'expliquer ou dire quelques mots sur les tests de personnalité où on voit les néagrammes ou des choses comme ça, où là je crois qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine de cases. On est A, E, A, B, C, D, E. Enfin, voilà, il y a 6 à 7 milliards d'humains sur Terre qu'on va mettre dans 20 cases, en gros. Oui, c'est le MBTI dont tu parles. Donc, on est content de savoir qu'on est pareil que 500 millions d'autres personnes. Évidemment, ce n'est pas vrai. Donc, la complexité de l'humain est infinie. Chaque individu est véritablement un être unique. Et donc cette approche permet justement de rendre compte de la subtilité, de la complexité. Voilà. Oui. Effectivement, peut-être contrairement à beaucoup d'autres approches qui ont tendance à mettre les gens dans des cases. Les néogrammes en particulier, 20 cases, 30 il y a des cases, 20, 30. Là, on ne met pas du tout dans des cases. Et d'ailleurs, il y a une quasi-infinité de combinaisons possibles. Si on prenait justement l'outil d'évaluation de dynamique comportementale, Profiling, j'ai jamais fait le calcul, mais je pense qu'on serait sur des milliards de combinaisons possibles. Parce qu'on appréhende l'humain dans toute sa complexité, tout en rendant les choses compréhensibles et accessibles. Voilà. Ok. C'est le moment peut-être de parler de matching, justement, de matching. Oui. Alors, donc notre marque de fabrique, nous concernant, c'est ce fameux matching affinitaire. Donc, on fait le lien. Alors, le lien, en fait, on mesure une distance, si on parle français, plutôt que de parler de matching. On va mesurer la distance ou les points forts, pas les points faibles, ou les zones de risque entre un individu et un métier. Voilà. Qu'en penses-tu donc de cette approche du matching affinitaire entre un individu, un métier ou un poste? Est-ce que ça marche Oui. Alors oui, ça fonctionne. Il y a une condition quand même, c'est justement de ne pas être sur un modèle trop simpliste. Ouais. Voilà. Il y a certains modèles, j'ai souvenir d'un que j'avais croisé à un moment donné, qui finalement se contentait de 2 ou 3 dimensions pour dire qu'on était fait ou pas pour un métier. C'est un peu léger par rapport à la
réalité à la complexité humaine. Donc ça fonctionne justement si on intègre un minimum la complexité de l'être humain. Et on a fait plusieurs expériences où on a pu mesurer les résultats, notamment chez Inetum, qui est une SS2I, où on a pu justement... l'enjeu, c'était de trouver des gens qui avaient des talents pour les métiers du big data. C'était un métier en pénurie à l'époque, ça l'est peut-être toujours encore un peu d'ailleurs, je crois. Oui. Et il y avait beaucoup d'erreurs de recrutement. C'est-à-dire que les ressources humaines n'avaient pas les codes pour se dire quel profil recruter. Et donc on a fait un travail justement de matching pour modéliser finalement est-ce qu'une personne est faite pour ce métier, en tout cas a des dispositions pour ce métier, et on est arrivé à un taux de succès assez impressionnant de l'ordre de 90%. De prédictibilité, voilà, de prédictibilité. Le modèle prédisait de manière juste, la personne va être performante, moyennement performante, pas performante, voilà. Donc dans 9 cas sur 10. Donc c'est exceptionnel. Et pour mesurer ça, il faut effectivement un certain recul, parce qu'on ne peut pas le dire le lendemain. Voilà, donc il faut un recul de plusieurs années pour mesurer cette prédictibilité-là. Qu'on a pu avoir dans cet exemple. Mais je crois qu'on n'est pas loin du moment de la conclusion. Il y a d'autres sujets. Enfin, je crois dans le cas de l'égalité homme-femme, le questionnaire a été utilisé également dans la sécurité. Voilà. Et puis je voudrais qu'on dise un dernier mot aussi, peut-être sur l'avenir. Je crois que Jacques Fradin, qui est un homme hors du commun, a aussi un rêve en ce moment qui lance. Donc je voudrais qu'on puisse très rapidement conclure là-dessus. Donc voilà, d'autres pistes sans aller trop dans le détail. Et puis ce que fait Fradin aujourd'hui. Oui. Alors d'autres pistes, effectivement. On Fradin et son équipe, hein, il n'y a pas que lui. Oui. Mais... On travaille notamment en partenariat avec un spécialiste sur la sécurité dans le domaine de la SNCF. Voilà, comment encourager des comportements de sécurité et la résolution de problèmes. On travaille aussi sur une application qui est destinée à aider les femmes à mieux gérer l'argent, parce qu'il y a une inégalité pour plein de raisons sur ces sujets-là entre l'homme et la femme. Donc on travaille sur une application... On marche sur des œufs là, pas... Oui. Non, mais c'est un constat qui a été fait. La fondatrice de cette organisation a interviewé des milliers de femmes. D'accord. Et s'est rendu compte que les banquiers ne savaient pas utiliser le langage des femmes. Enfin, les femmes n'avaient pas les mêmes préoccupations que les hommes sur les questions relatives à l'argent. Un banquier qui leur parle technique de ce produit à tel rendement, etc., ça ne les intéresse pas. Elles s'intéressent plutôt à dans quelle mesure mon argent va servir mes projets de vie et va servir aussi à des choses qui sont éthiques pour la société. Donc, on travaille aussi dans ce domaine-là. Donc, il y a effectivement ce modèle peut s'appliquer à plein de domaines différents. Et puis, pour finir, Jacques Fradin a le projet, plus que le projet d'ailleurs, il est lancé depuis quelques années. Jacques et son équipe, alors, parce qu'il et son équipe, il y a d'autres, peut-être il y a quelques noms. Tu m'as parlé de Camille Lefrançois, je crois. Enfin, il y a une dizaine de personnes avec lui. Voilà. Une dizaine de personnes. Le projet de créer un GIEC du comportement, donc un peu en miroir du GIEC du climat. Qui a alerté le monde sur le fait que le climat est en train de se dérégler si on ne change pas nos comportements. Eh bien, l'ambition de l'équipe, Jacques Fradin et son équipe, c'est de créer un GIEC du comportement, donc de fédérer des chercheurs internationaux pour apporter des réponses à la question comment est-ce qu'on fait une transformation à l'échelle de la société compte tenu des enjeux climatiques aujourd'hui, on a beau avoir des solutions technologiques, techniques, c'est des comportements qui ont du mal à suivre, que ce soit des politiques qui font les lois, que ce soit des chefs d'entreprise, des individus dans leur consommation. Donc, fédérer les chercheurs pour aider à trouver des moyens d'accélérer la transformation. C'est une ambition inouïe. C'est très, très ambitieux. On voit le lien ça avance bien. On voit le lien, avant de prendre les questions...
qui vont arriver maintenant. On voit le lien avec le début de l'aventure de Fradin avec ces gens victimes de phénomènes d'addiction et qui étaient sans doute sur un lit d'hôpital. On a des individus qui ont des comportements à court terme qui les condamnent à moyen long terme et finalement c'est un peu le même sujet là au niveau sociétal qui est celui de la société, de nous dans notre ensemble qui avons à court terme des comportements qui peuvent nous être, enfin qui nous sont potentiellement nuisibles à moyen long terme. Donc voilà le nouveau rêve en cours, hein. Je crois que c'est un projet. Il y a plus de 1000 chercheurs. Plus de 1000 chercheurs. Voilà, c'est quand même quelque chose d'énorme. Plus de 1000 chercheurs à l'échelle internationale. Ouais. Donc c'est quand même formidable. Et à nouveau, une équipe d'origine française, quand même. Française, belge, suisse, un peu. Mais qui s'internationalise justement dans ce projet-là qui vise à fédérer la recherche mondiale. Voilà. Alors Théophile nous a rejoint pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions, Théophile? Alors, on a quelques questions, effectivement. On a Nabila qui nous demande bonjour à tous, vous présentez l'approche neurocognitive et comportementale ou la dynamique comportementale. N'est-ce pas la même approche que la TCC, la thérapie cognitive comportementale? Alors Jean-Louis, c'est plus une question pour toi, ça, parce que je crois que la TCC... Oui, vas-y. Oui, je vais répondre aux questions. En fait, l'approche neurocognitive et comportementale, au départ, est basée sur la thérapie neurocognitive et comportementale, qui elle-même est affiliée au TCC, finalement, et qui a enrichi les TCC avec ce que les neurosciences peuvent apporter au TCC. Donc, il y a un lien de parenté, il y a presque un lien de culture dans la façon de voir, mais c'est plutôt à rapprocher des thérapies neurocognitives et comportementales. Voilà. Très bien. On a une deuxième question de Thierry qui nous demande quelles sont les applications de l'ANC dans l'éducation. Alors, les applications de l'ANC dans l'éducation, dans notre écosystème, il y a 2 organisations, donc en France, Savoir-être à l'école, et en Belgique, Learn to Be, qui œuvrent auprès du monde de l'enseignement pour former les enseignants sur le fait d'intégrer ça pour déjà la gestion d'eux-mêmes, parce que c'est un métier difficile, le métier d'enseignant, mais aussi dans la gestion des classes. Voilà. Je peux peut-être une réponse complémentaire, parce qu'on a été très humble, pour l'instant on n'a pas dit grand-chose sur Monkey mais effectivement, nous, Monkey, pour ceux qui seraient là sans le savoir, on est éditeur de plateformes digitales pour le recrutement et pour l'aide à l'orientation et l'insertion professionnelle. Et donc on a dans nos plateformes, on utilise donc ce questionnaire et on fait le lien en fait, entre le profil comportemental d'un individu et sa capacité à réussir et à se plaire, à s'épanouir sur un métier et dans une formation. Ce qu'on observe, parce que c'est le moment de le dire aussi, c'est que dans le domaine de l'orientation professionnelle, les statistiques sont dramatiques. Enfin, dramatiques, alors que l'État, nous, collectivement, mettons beaucoup d'argent. Ce sont des dizaines de milliards d'euros qui sont mis dans l'insertion et la formation professionnelle, tout le monde le sait, avec un certain succès. Bon. Aujourd'hui, donc, les chiffres ne sont pas toujours très bons. 15% des jeunes qui vont dans des... comment on appelle ça, en apprentissage, ne vont pas au bout du cycle où ils se sont inscrits. 15%. Bon, ça paraît peu, mais c'est plus que la moyenne des autres personnes. Et ensuite, et surtout, pire, 50% des gens qui ont été formés 6 mois plus tard, n'exercent pas le métier pour lequel ils ont été formés. Bon. Alors certains continuent leurs études, c'est possible. Mais quand même, il y a là un gâchis économique et humain, souvent, colossal. Et nous, on pense effectivement, et donc nos clients qui utilisent nos plateformes nous suivent dans ces recommandations, qu'on a là une façon de réduire le risque, de réduire de manière significative en prenant en compte la manière dont une personne va s'épanouir, réussir dans un métier, en dehors de toute compétence technique, puisqu'elle ne les a pas encore. Il s'agit de savoir si elle est plutôt faite pour être boulanger ou autre chose. Voilà.
Donc, ça marche et des gens utilisent ces démarches dans le monde de l'éducation et de la formation professionnelle en particulier. Oui. D'ailleurs, on peut peut-être dire effectivement qu'on a travaillé ensemble sur le fait de gamifier le questionnaire de dynamique comportementale, de le gamifier justement pour le rendre accessible notamment aux jeunes. Donc, autrement dit, on ne passe pas un questionnaire, mais on joue un petit jeu et au travers de ce jeu-là, finalement, on passe le questionnaire. Rentre dans un univers, des personnages dans la nature, des compagnons de route que vous croisez, vous posent des questions et voilà. On a une question d'Edwige. Comment travaillez-vous les irritants, avec quels outils? Alors, travailler ou identifier? Alors, c'est travailler. Là, le sens, c'était travailler les irritants. Alors, les irritants, je vais donner le nom de l'outil, je vais le décrire sommairement, mais ce ne sera pas suffisant. En fait, lorsqu'on est irrité sur quelque chose, c'est qu'on a une vision tranchée, dichotomique. J'aime pas ça. Voilà, j'aime pas ça. On n'a pas de nuance par rapport à ça. Donc, on utilise un outil qui s'appelle le pack aventure, qui justement permet de nuancer, de relativiser la représentation que l'on a d'une chose désagréable, en cherchant, par exemple, quels sont les avantages de la chose que je déteste. Question qu'on ne se pose jamais, évidemment, tout seul, quoi. Si on déteste quelque chose, spontanément, on ne va pas dire qu'est-ce que ça devient, ce truc que je déteste. Là, justement, on va travailler sur le fait de quelque part un peu... C'est une démarche intellectuelle intéressante. C'est une démarche intellectuelle intéressante et surtout qui a des effets de recabler, parce que mine de rien, quand on fait ça, on crée des câblages bis dans le cerveau, des connexions bis sur... Raisonné par l'absurde, en fait. Oui, et puis ça veut dire qu'on débranche le lien entre je me sens mal quand je suis confronté à ça, parce qu'on a créé d'autres réseaux qui vont, eux, être plus en recul par rapport à ça, et ça veut dire que ok, je peux vivre avec ça, même si j'aime pas, je ne vais pas devenir fan de ça, mais je peux vivre avec, quoi. On a maintenant une question de Delphine. Il me semble que certaines notions abordées par l'ANC se rapprochent étroitement avec l'approche PCM, Process Communication Model, personnalité de bas, de phase et comportement positif, avec leur lot de comportements négatifs sous stress. Alors, peut-être que sur la forme, il y a des points communs. Par contre, ça n'a rien à voir, en fait. Ce n'est pas du tout les mêmes fondements théoriques, j'ai envie de dire. Les fondements théoriques de l'ANC, notamment sur les personnalités primaires et secondaires, sont liés à un mécanisme d'empreinte que je n'ai pas le temps de vous expliquer ici, mais donc qui n'a rien à voir. Ce qui est en commun, effectivement, c'est que il y a peut-être des personnalités de base primaires. Et ce qui n'est pas en commun, c'est qu'il n'y a pas la notion de base et de phase dans l'ANC. Il y a simplement, on a un certain nombre de moteurs de dynamique comportementale qu'on active plus ou moins. Voilà. Très bien. Une question un peu d'actualité. S'agit-il d'un outil d'IA, d'intelligence artificielle? Intelligence artificielle. Pas du tout. Enfin, pas du tout. Alors non, il n'y a pas d'IA. Tout ce qui est fait, c'est traité par un cerveau humain. C'est important de se dire. C'est-à-dire que ce n'est pas un ordinateur qui a analysé des datas, etc., pour faire des choses. C'est des cerveaux d'humains. C'est des spécialistes, des experts qui ont fait, notamment sur le matching, qui ont fait la péréquation. Peut-être. Donc, effectivement, ce sont des êtres humains qui ont conçu toute cette approche sur des années, on l'a vu, voilà, avec toute cette antériorité qu'on a balayée en 1 heure, 30 années de travaux, mais voilà. Donc il n'y a pas d'IA au fondement de cette approche. En revanche, on commence maintenant à avoir des milliers et peut-être même des dizaines de milliers, demain des centaines de milliers d'utilisateurs. Et donc nous, on s'interroge sur nos plateformes sur la possibilité demain de pouvoir observer informatiquement des corrélations entre des profils, des métiers et le degré d'appétence sur ces métiers déclarés par les profils en question. Autrement dit, je suis boulanger, je dis, voilà, je m'épanouis sur une échelle de 1 à 5, je pose un certain nombre de questions sur l'épanouissement professionnel des individus. En plus, on a leur profiling, le rapport du questionnaire, et voilà. Et sur certains métiers, on commence à en avoir plusieurs centaines par métier.
Et donc, à terme, on va pouvoir ensemble faire ce travail d'analyse statistique globale que pour l'instant, on n'est pas encore en mesure. Donc, on fera du big data, oui, demain. Mais par contre, opéré par de l'humain, je pense que c'est important. Ce Absolument. n'est pas la machine qui apprend toute seule. Non, pas encore. C'est de l'humain qui opère des machines qui vont l'aider à traiter les données. Voilà. Une question purement pratique. Où peut-on trouver le questionnaire ? On peut le trouver notamment chez Monkitaï. En fait, il est avec l'accord partenarial qui est celui qu'il y a entre IME et Monkitaï. Si vous voulez compléter. Non. Pouvez-vous repréciser rapidement les composantes du questionnaire motivation irritant ? Et du coup, il y en avait 2 autres. Alors, il y a 4 dimensions, donc motivation, les irritants, le comportement en équipe et enfin la capacité, la dynamique d'adaptation, l'adaptabilité. Donc, ce sont ces 4 grandes dimensions qui sont évaluées. Et pour 3 d'entre elles, les irritants, on va évaluer leur densité, leur intensité pour vous. Pour les 3 autres, on va identifier la puissance et la stabilité de cette dynamique comportementale. Donc, on va en temps normal et sous stress. On a parfois pas toujours le même comportement. Oui. Alors, on n'a pas eu le temps là de rentrer dans les détails, mais notamment la dynamique de motivation, il y a des choses plus subtiles à l'intérieur, mais on n'a pas le temps là de vous expliquer tout ça. Voilà, si ça vous intéresse, on organise des séances découvertes. Bien sûr. IME Conseil, vous allez sur le site, vous inscrivez si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas. Très bien. Encore une question qui vient d'arriver. Celle-ci on a répondu. Avec quel laboratoire de recherche de l'enseignement supérieur travaillez-vous ? Alors, avec Lyon, un laboratoire de Lyon, avec l'université de Dijon. Notamment, il y a un projet très intéressant qui est en train de naître, on va dire, avec l'université de Dijon pour voir l'impact de cette approche, cette fois-ci plus TNC, thérapie neurocognitive, sur des troubles psychiatriques. Voilà, donc il y a Lyon, il y a une collaboration avec Olivier Houdet aussi. Il y a une thèse en cours qui est co-dirigée avec Olivier Houdet. Et d'autres que je n'ai pas complètement en tête. D'accord, j'en profite pour dire que aussitôt cette conférence se terminée, on mettra en ligne un document, un PDF d'une dizaine de pages qui reprendra les grands fondamentaux de cette approche scientifique et puis avec des liens vers des articles scientifiques et la liste des collaborations passées ou en cours. Voilà. Donc ça, ce sera disponible dans les minutes qui suivront le webinaire en ligne. Voilà. Nous-mêmes, côté Monkitaï, mais sur un autre sujet, on a une collaboration en cours avec un laboratoire de l'Université de Tours, le laboratoire Calypsi de psychologie du travail de l'Université de Tours, mais ce n'est pas sur ce même sujet. Et comme on fera un webinaire plus tard là-dessus en 2024, je n'en dis pas plus pour garder le suspense. Très bien. Une question maintenant sur le profil des personnes. Est-ce que le profil d'une personne évolue avec son âge ? Alors, il y a des choses qui n'évoluent pas, qui sont vraiment les éléments stables de la dynamique. Ce sera la dernière question. Voilà. Les éléments stables de la dynamique comportementale, notamment les motivations primaires, intrinsèques, ça ne bouge pas, et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que c'est une force. Et il y a des choses qui peuvent bouger avec le temps, avec les expériences, comme les motivations secondaires, l'adaptabilité, évidemment, qui s'apprend, encore une fois. Ça s'apprend assez facilement, d'ailleurs, à jouer sur cette bascule mentale. Et puis évidemment, si on fait un travail de développement personnel, de coaching, on va faire bouger un peu les lignes finalement. Et les irritants. Mais pour autant, notamment diminuer les irritants. Et on va surtout travailler sur ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire à qui je donne le pouvoir dans mon cerveau, entre
mon instinct grégaire qui a telle vision des choses, mes irritants qui ont telle vision des choses, mes motivations, mon adaptabilité finalement. Reprendre la main pour ne plus être la marionnette de ces mécanismes mentaux, mais se dire qu'est-ce que je décide moi, qu'est-ce que je décide de décider face à ce que les différentes composantes de mon cerveau analysent finalement. On va conclure là-dessus. Qu'est-ce que je décide de décider? C'est une belle conclusion. Johnny Hallyday voulait donner-moi l'envie d'avoir envie. Là, toi, tu nous proposes de décider de ce qu'on décide. C'est une belle conclusion. Merci de votre attention et d'avoir été si nombreux. Merci à nouveau à l'ESCAT pour ces élèves qui sont derrière les caméras en ce moment. Et à bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir.